va finalement aller un peu dans la continuité de la fin du topo que je vous ai présenté ce matin. On va effectivement parler de la situation particulière du ventricule droit contraint par une pression pulmonaire anormale. Et comme je vous le disais ce matin, pour introduire le problème et le voir sur le plan pathophysiologique, il faut voir le système cardio-pulmonaire comme un vrai système, c'est-à-dire l'intégration à la fois de la dynamique cardiaque qui est caractérisée par les relations pression-volume, qui sont celles qu'on a discutées ce matin, mais l'intégration aussi de la circulation pulmonaire, où là on a plus une relation qui est une relation entre pression et flux sanguin. C'est plus une question de flux qu'une question de volume, avec des phénomènes qui sont des phénomènes intrinsèque à chaque système. Sur le plan cardiaque, on connaît bien les 4 systèmes qui définissent la fonction, la fréquence cardiaque, la contractilité, la relaxation et la rigidité diastolique. À l'opposé, dans la circulation pulmonaire, on va avoir 3 phénomènes physiopathologiques intrinsèques que sont la résistance vasculaire pulmonaire, la compliance et l'élastance. Ces 3 éléments et ces 3 constituants de la circulation pulmonaire vont interagir avec l'aspect dynamique de la fonction cardiaque droite. Sur le plan systémique, ça va se manifester par des pressions, des volumes, des flux et le phénomène de couplage que j'ai abordé ce matin. Ventricule droit, c'est la pression, le ventricule droit est soumis à sa propre pression, à la pression pulmonaire, mais aussi à la pression d'occlusion de l'artère pulmonaire, donc l'estimation de la pression auriculaire gauche. Au niveau des volumes, on a l'ensemble des volumes ventriculaires en systole, en diastole, le volume éjecté et la fraction d'éjection qui vont intervenir comme éléments mesurables au niveau systémique. Et enfin, dans la circulation pulmonaire, c'est surtout le débit. Et pour vous, en tant que pédiatre, vous allez mesurer le flux pulmonaire. On le mesure aussi, mais peut-être un petit peu moins que ce que vous faites chez l'enfant. Et enfin, le Graal, finalement, c'est ce couplage entre, ou plutôt un reflet de la relation entre le ventricule droit et la circulation pulmonaire, c'est-à-dire le rapport entre l'élastance ventriculaire et l'élastance artérielle, qui est un indice de couplage ventriculaire-artériel. Je vais vous montrer à quel point c'est important pour comprendre la fonction et plutôt combien c'est important pour comprendre le système intégré cardio-pulmonaire. Alors vous avez déjà vu ces boucles pression-volume telles qu'on peut les voir dans le corps droit. On a ici un corps droit normal avec un couplage normal entre l'élastance ventriculaire et l'élastance artérielle. Et puis on voit que le premier élément d'adaptation dans le développement de l'hypertension pulmonaire, donc quand la post-charge du ventricule droit augmente, quand l'hypertension pulmonaire se développe, le premier phénomène d'adaptation va être d'essayer de maintenir à tout prix le couplage. Donc vous voyez ici, l'élastance artérielle diminue, le couplage est maintenu par une augmentation de la contractilité. C'est la contractilité du VD qui va dans un premier temps s'adapter et de la même manière on va rester sur une même relation diastolique mais avec des niveaux de volume qui vont progressivement augmenter. Lorsque le ventricule droit commence à défaillir, il y a une réduction de la contractilité ventriculaire droite, un même niveau de pression, et on va voir apparaître un phénomène de découplage ventriculo-artériel. Et donc, le mécanisme le plus important qui conduit à la dilatation, qui conduit à l'insuffisance cardiaque droite dans l'hypertension pulmonaire, c'est vraiment ce phénomène de découplage ventriculo-artériel, découplage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, après que le ventricule droit essaie de s'adapter en augmentant sa contractilité pour maintenir un couplage adéquat. Et finalement, quand on reproduit un peu le même raisonnement que celui que je vous ai montré ce matin, on a d'un côté, dans un système qui est sain, une circulation pulmonaire normale à basse résistance et à basse pression. Ça, c'est la caractéristique numéro 1 de la circulation pulmonaire. À côté de ça, on a un ventricule droit qui a une paroi fine, qui est finalement relativement distensible et qui joue un rôle de générateur de flux avec un couplage ventriculo-artériel optimal. Quand la maladie se développe et quand l'hypertension pulmonaire se développe, la résistance augmente, la pression augmente bien sûr, mais la résistance
augmente, la compliance diminue, le ventricule droit est incapable d'adapter sa contractilité, plutôt augmente sa contractilité, puis n'est plus capable d'augmenter la contractilité au-delà d'un certain niveau, et on voit apparaître alors une modification de sa géométrie qui commence d'abord par de l'hypertrophie et puis de la dilatation, et finalement ce découplage est caractérisé par une réponse altérée à l'augmentation de la post-charge et donc un découplage ventriculo-artériel. Et en réalité, dans l'hypertension pulmonaire, finalement c'est ce qu'on voit dans l'insuffisance cardiaque droite, même en l'absence d'hypertension pulmonaire, la dysfonction ventriculaire droite, c'est ça qui donne des symptômes, c'est ça qui provoque une diminution de la capacité à l'effort, et c'est ça qui diminue, qui augmente la morbimortalité, que ce soit dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'hypertension pulmonaire. Donc c'est vraiment, on dit que le ventricule droit est sur le siège du conducteur plutôt que sur le siège passager quand l'hypertension pulmonaire se développe. Et ça, on le voit ici quand on estime la fonction ventriculaire droite chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque gauche, que ce soit dans la communauté ou que ce soit quand on fait une comparaison avec des cas contrôlés dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Finalement, que ce soit dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'HTAP, donc quand la post-charge augmente, c'est ce qui va déterminer, plutôt c'est ce couplage ventriculo-artériel qui va déterminer l'évolution des patients. Et plus spécifiquement, c'est un travail qui a été fait par nos collègues italiens, entre autres. Ils se sont intéressés au couplage ventriculo-artériel estimé par la relation entre l'excursion systolique de l'anneau tricuspide, le rapport entre le TAPS et la PAP systolique. Donc c'est un indice de couplage. Vous voyez bien que le TAPS finalement c'est l'indice de contractilité un peu Canada Dry, et la PAP ça vous donne peut-être un indice de l'élastance. C'est un surrogate de l'élastance. Mais dans l'HTAP, quand on regarde la façon dont le couplage se comporte chez des patients la plupart de ces malades d'ailleurs étaient traités, on voit que les malades qui maintiennent un couplage normal ici en vert ont une meilleure survie que ceux qui progressivement voient apparaître un certain degré de découplage. Et quand votre ventricule droit est complètement découplé à la circulation pulmonaire, clairement vous avez une diminution de l'espérance de vie, une augmentation de la mortalité. C'est important à prendre en considération parce que finalement, ce qu'on va faire dans la prise en charge du ventricule droit qui est contraint par une hypertension pulmonaire, on va d'abord se focaliser sur le maintien d'un bon couplage ventriculo-artériel. Alors on va le faire essentiellement en diminuant la post-charge, à part dans les situations d'urgence. Revenons un instant sur la circulation pulmonaire. Je vais certainement répéter des choses que vous connaissez déjà, mais je pense que c'est important de bien s'entendre. L'hypertension pulmonaire, c'est une situation hémodynamique, ce n'est pas une maladie, qui est définie par une combinaison d'une augmentation de pression pulmonaire, une augmentation de résistance mesurée au cathétérisme cardiaque droit. On n'a pour l'instant pas trouvé mieux pour poser un diagnostic d'hypertension pulmonaire et pour amener à avoir un phénotypage hémodynamique. Vous savez qu'on a beaucoup discuté de ce qu'était la valeur normale de la pression moyenne de l'artère pulmonaire. On sait que cette valeur est à 20 mm de mercure. C'est la nouvelle définition, ou plutôt c'est la définition revisitée de l'hypertension pulmonaire. C'est une PAP moyenne supérieure strictement à 20 mm de mercure. On distingue une forme précapillaire quand la pression d'occlusion ou la pression de wedge ou la PAPO est inférieure ou égale à 15 mm de mercure, d'une forme post-capillaire quand cette valeur de pression est supérieure à 15 mm de mercure, avec une résistance vasculaire pulmonaire strictement supérieure à 2 unités Wood. Alors chez l'adulte, vous avez l'habitude d'indexer les résistances, nous on ne le fait pas chez l'adulte, peut-être d'ailleurs qu'on devrait le faire, mais donc 2 unités Wood, c'est ce qui a été proposé comme comme valeur de résistance qui est associée à une différence, plutôt un effet différentiel sur la trajectoire naturelle des patients qui présentent de l'hypertension pulmonaire, quelle que soit leur cause. Il y a une distinction dans les formes post-capillaires entre la forme isolée, quand la résistance est inférieure ou égale à 2, ou quand elle est combinée post- et précapillaire, donc vous avez une composante précapillaire quand la résistance est strictement supérieure à 2 unités Wood. Il y a une petite nouveauté dans la définition,
c'est le fait qu'on commence vraiment à reconnaître de plus en plus une réponse anormale à l'effort qui est déterminée par une pente entre la PAP moyenne et le débit au-dessus de 3 mm de mercure par litre par minute. On sait que c'est important pour le diagnostic différentiel de la dyspnée inexpliquée. En population pédiatrique, c'est peut-être moins important parce que tout aussi, cette entité est plus importante, mais la dyspnée, c'est pas un symptôme qui est très prévalent chez les enfants. On va plutôt avoir, en tout cas dans la HTAP, on va plutôt avoir des syncopes, on va avoir de la fatigue. La dyspnée intervient peut-être un peu différemment que ce qu'on voit chez l'adulte. Mais c'est intéressant de voir qu'on reconnaît quand même qu'une circulation pulmonaire peut être anormale en utilisant cette relation pression-débit. Et d'ailleurs, chez les adultes qui ont eu une correction d'une CIA ou d'une CIV dans l'enfance, donc avant le développement d'une hypertension artérielle pulmonaire, on voit que cette relation est anormale, un petit peu comme si la circulation pulmonaire avait gardé le souvenir de ce à quoi, ou plutôt le ventricule droit avait gardé le souvenir d'une circulation pulmonaire anormale au cours du développement. Alors, quels sont les déterminants de la PAP moyenne? En physiologie, c'est toujours intéressant de construire et de déconstruire. Et donc, quand on déconstruit l'équation de la résistance, et finalement, c'est un moyen mnémotechnique assez simple de pouvoir à la fois faire la distinction entre les causes d'hypertension pulmonaire, mais aussi voir ce qui va déterminer la valeur de PAP moyenne. Mais en fait, c'est le débit cardiaque, la résistance et la pression auriculaire gauche. Et évidemment, dans chacune de ces entités, vous allez pouvoir faire la différence entre des situations de haut débit, quand le débit cardiaque est augmenté, des situations où la résistance vasculaire pulmonaire est anormale, et des situations où il y a finalement une maladie cardiaque gauche qui est l'élément le plus important qui détermine le développement d'une hypertension pulmonaire. Dans les syndromes de haut débit chez les adultes, mais chez les enfants, on va retrouver des causes bien connues comme l'anémie, l'hyperthyroïdie, le sepsis, la fièvre. On va retrouver la carence en vitamine B, mais on va aussi retrouver les shunts intracardiaques ou les shunts systémiques. C'est un moyen de faire monter la PAP moyenne, c'est d'augmenter le débit cardiaque. Dans les maladies qui sont des atteintes de la résistance, c'est par ordre de fréquence, on va d'abord avoir les manifestations liées à l'hypoxie avec la vasoconstriction pulmonaire hypoxique en phase aiguë. Ça, on va avoir beaucoup de situations plutôt de réanimation ou de maladies respiratoires qui vont progressivement entraîner une augmentation progressive de résistance. On va avoir les obstructions vasculaires. C'est le cas de l'embolie pulmonaire. Et enfin, en dernier lieu, les formes les plus rares, c'est les formes qui sont associées à une prolifération vasculaire et à des phénomènes de remodelage. C'est ce qu'on va voir dans l'HTAP et dans les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques. Et enfin, vous avez toutes les maladies du cœur gauche, l'insuffisance cardiaque, les maladies valvulaires, les situations post-ablation, les maladies congénitales qui sont associées à des anomalies de fonction du cœur gauche. Et alors, en population adulte, on voit de plus en plus de patients venir avec des hypertensions pulmonaires qui sont liées à de la fibrillation auriculaire ou du flotteur, avec une entité qu'on reconnaît de plus en plus, qui est l'insuffisance auriculaire, un peu comme l'insuffisance ventriculaire gauche. On a maintenant des tableaux cliniques d'insuffisance auriculaire. On voit ça très, très fréquemment chez des malades qui ont eu de multiples procédures d'ablation, de fibrillation ou d'isolation des veines pulmonaires. Et je ne serais pas étonné que chez les enfants, vous voyez ça dans les traitements des retours veineux, anormaux. D'ailleurs, quand la fibrillation auriculaire survient chez un adulte, on voit souvent, au-delà de ce phénomène de dysfonction auriculaire, on voit souvent apparaître des phénomènes de dysfonction ventriculaire droite qui sont médiés par l'augmentation de la pression auriculaire. Alors, dans notre classification actuelle de l'hypertension pulmonaire, on rappelle un élément important, c'est que l'augmentation de la tension pulmonaire, en fait, c'est une prévalence qui est presque aussi importante que ce que l'on retrouve dans l'insuffisance cardiaque. Vous voyez que c'est 1% de la population globale, avec une évolution progressive selon les mécanismes sous-jacents qui évoluent vers l'insuffisance cardiaque droite. Et vous voyez que ça, c'est vraiment l'évolution ultime de l'hypertension pulmonaire
c'est l'insuffisance cardiaque droite. Notre classification nous permet de reconnaître les 5 classes: l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, l'hypertension pulmonaire associée aux maladies du cœur gauche, c'est le groupe 2, le groupe 3, ce sont les maladies associées aux pathologies respiratoires, le groupe 4 sont les pathologies associées avec des obstructions des artères pulmonaires. Dans le groupe 5, on met des maladies dont le mécanisme est inconnu. Attention, ce ne sont pas des mécanismes mixtes où un patient pourrait avoir une maladie respiratoire et un peu de maladie cardiaque. C'est souvent, les liaisons dangereuses, c'est souvent commun dans la population adulte. Ce sont des situations plutôt rares, comme des maladies hématologiques ou des maladies systémiques. On va retrouver les syndromes myéloprolifératifs, on va retrouver la sarcoïdose, on va retrouver la drépanocytose dans ce groupe dit groupe 5. La prévalence est très différente. Les formes les plus communes, ce sont les maladies cardiaques gauches suivies par la maladie respiratoire. Les autres formes sont rares, voire très rares. C'est le cas de l'HTAP et de l'hypertension pulmonaire post-embolique. Et la rareté de ces maladies, curieusement, fait que ce sont dans ces entités-là, groupe 1, groupe 4, donc HTAP et hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, ou cœur pulmonaire post-embolique chronique, ce sont ces groupes-là pour lesquels on a des traitements qui sont des traitements spécifiques. J'aborderai ça vers la fin du topo, surtout pour ce qui est du traitement de l'HTAP. On n'a pas de traitement spécifique pour les formes d'HTP associées aux maladies cardiaques gauches et ou aux maladies respiratoires, ou dans les deux cas, on va essentiellement se concentrer sur la cause sous-jacente, c'est-à-dire la cause de la maladie, soit la maladie respiratoire, soit la maladie cardiaque. Alors, dans notre classification, on a des sous-groupes, et je vais surtout insister sur le groupe 1, qui est l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. On a des formes idiopathiques, héréditaires, associées aux drogues et toxines, associées à certaines pathologies. On a enfin des formes plus rares, que sont les HTAP associées avec une atteinte vénulaire ou capillaire, c'est ce qu'on va voir dans la maladie véno-occlusive, dans la MVO, et les mangiomatoses capillaires pulmonaires, sont des maladies très rares qui peuvent aussi affecter les enfants. Et enfin, on a cette entité que vous connaissez mieux que nous, qui est l'hypertension pulmonaire persistante du nourrisson, du nouveau-né. On a un élément qui est important dans la démarche diagnostique et dans l'identification des phénotypes. Dans les formes idiopathiques, on a un sous-phénotype qui est celui des répondeurs aigus au test de vasoréactivité. Très souvent, ça se fait au NO. Ce sont des patients qui représentent 10% des formes idiopathiques, pour lesquelles, d'ailleurs on les retrouve aussi chez l'enfant, pour lesquelles il est recommandé d'utiliser des bloquants des canaux calciques comme traitement de première intention. Ces traitements sont contre-indiqués chez les non-répondeurs et dans les autres formes d'hypertension pulmonaire. Ce que vous allez souvent voir, ce sont ces deux premières formes, idiopathiques héréditaires, et évidemment les formes associées aux maladies cardiaques congénitales, qui représentent aussi un pourcentage relativement important en population pédiatrique d'hypertension pulmonaire, avec comme conséquence éventuelle l'atteinte du cœur droit. Je vais passer rapidement pour les formes associées aux maladies respiratoires, parce que je pense que ça vous concerne relativement peu, c'est relativement rare chez les enfants. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est des cœurs gauches, surtout dans des conditions où il y a une maladie cardiovasculaire. Alors c'est les cardiomyopathies au sens large, mais aussi les maladies cardiaques congénitales qui vont amener à une hypertension pulmonaire post-capillaire. De nouveau, ce sont des entités qui sont plutôt rares et qui ne se traitent pas comme l'HTAP. Et enfin, les formes post-emboliques, personnellement, j'en ai vu chez des adolescents, mais jamais chez des enfants. Et c'est des adolescents, en tout cas les quelques rares cas que nous avons eus, sont des adolescents qui avaient des histoires familiales de thrombophilie ou qui étaient porteurs de thrombophilie. Sur le cœur gauche, je voudrais juste insister très brièvement sur le mécanisme de la défaillance droite dans les maladies du cœur gauche. Vous avez deux phénomènes qui vont conduire, et c'est un peu ce que je vous disais ce matin. Vous allez avoir la pression auriculaire gauche qui va augmenter et qui va entraîner une augmentation de la pression pulmonaire, mais vous avez un phénomène qui est complètement indépendant, qui est que la pression auriculaire gauche va augmenter la
post-charge dynamique du VD, diminuer la compliance de l'artère pulmonaire avant que la PAP n'augmente de façon significative. Et finalement, c'est un peu différent dans l'HTAP où on a des mécanismes qui sont des mécanismes qui atteignent vraiment la circulation pulmonaire elle-même et les vaisseaux artériolaires. On a un effet combiné de cette élévation de pression auriculaire gauche et d'augmentation de PAP qui vont conduire à avoir plus de découplage ventriculo-artériel, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les maladies cardiaques gauches par rapport à ce qu'on verrait dans l'HTAP, avec en plus la cerise sur le gâteau qui est la maladaptation du VD par des phénomènes d'atteinte intrinsèque et particulièrement dans les maladies du cœur gauche et dans le syndrome de FF, on va voir de l'apoptose et de l'inflammation qui va conduire au tableau d'insuffisance cardiaque droite. Alors avant de passer peut-être pour terminer sur les aspects thérapeutiques, il y a deux situations auxquelles on va être confronté. J'avais fait allusion ce matin à l'insuffisance cardiaque droite aiguë. L'insuffisance cardiaque droite aiguë dans l'hypertension pulmonaire sévère et en réanimation, ça c'est une situation à laquelle vous êtes peut-être un petit peu plus confronté à l'hôpital. L'étape et la démarche de prise en charge, c'est d'abord de traiter le facteur déclenchant et de faire finalement du traitement supportif tel qu'on le voit dans les unités de réanimation. C'est le traitement des anémies, de l'infection, des arythmies, des comorbidités, et c'est maintenir une saturation en oxygène au-dessus de 90%, pour éviter le plus possible d'intuber les patients. On sait que de mettre des malades avec une HTP ou une HTAP au respirateur, c'est souvent associé à, d'abord c'est pratiquement une mortalité de 100% dans l'HTAP, mais ça je pense que Laurent vous en parlera dans quelques instants. Mais donc l'objectif c'est vraiment de traiter le facteur déclenchant. De nouveau c'est d'optimiser la balance hydrique et de traiter les patients avec des diurétiques. C'est le maintien de la pression systémique avec la noradrénaline, l'optimisation du débit cardiaque. Dans l'HTAP, on évite les inodilatateurs et les inhibiteurs de PDE3 parce qu'ils donnent de l'hypotension. On préférera la dobutamine pour maintenir un index cardiaque au-dessus de 2 litres par minute par mètre carré et maintenir une SVO2 à 60-65%. Et seulement ensuite, parce que l'urgence finalement c'est le VD, alors ça peut être très très vite pour mettre en place toutes ces mesures, et seulement après on pensera à réduire la post-charge. Alors dans l'HTAP c'est l'époprosténol intraveineux qui est le traitement de choix. Le NO inhalé c'est une option mais probablement pas une option isolée, et évidemment vous allez adapter cette prise en charge de réanimation en fonction de la situation clinique, et vous n'allez pas peut-être faire la même prise en charge ou proposer la même prise en charge dans une insuffisance cardiaque droite ou une crise hypertensive aiguë en post-opératoire d'une chirurgie correctrice ou réparatrice et dans la prise en charge d'une HTAP plus chronique où là, la situation va être un petit peu différente en termes de traitement général. On insiste beaucoup pour dire que dans cette situation aiguë, il y a peu de place pour les traitements oraux, sauf dans le cas d'une décompensation aiguë, d'une insuffisance, d'une HTAP connue et déjà traitée. Les traitements oraux, on va plutôt les utiliser à un stade un petit peu plus tardif de la prise en charge en réanimation. Alors évidemment, avant la réanimation, il y a la prise en charge de l'HTAP. Je voudrais dire quelques mots là-dessus parce que je trouve que c'est un des domaines dans les maladies rares cardiovasculaires dans lesquels on a le plus progressé au fil des années. Et vous avez ici les algorithmes thérapeutiques depuis 1998, le Congrès d'Évian, jusqu'aux dernières recommandations de 2022. C'est en petit, c'est fait exprès. Il faut juste retenir qu'il y a eu une révolution, plusieurs petites révolutions et de grandes révolutions au fil des années, où finalement, au début, il n'y avait pas de recommandations. On en arrive aujourd'hui, en 2022, avoir une recommandation qui tient compte finalement de façon plus large de la présence ou de l'absence de comorbidité cardiovasculaire. On utilise des scores de prédiction du risque, je vais y revenir dans quelques instants. On modifie les médicaments en fonction de l'état des patients. Et donc on est sorti un peu du dogme de la classe fonctionnelle d'IA et de l'utilisation de monothérapie pour traiter l'HTAP. On utilise maintenant des thérapies combinées et même des thérapies combinées d'emblée, comme vous le voyez, ce sont les dernières recommandations de l'ESC et de l'ERS. Alors attention, cet algorithme
l'algorithme thérapeutique, il a été validé surtout dans les formes idiopathiques héréditaires associées aux drogues toxiques et associées aux connectivites. On a moins d'évidence pour les shunts. Alors, on a certainement très peu d'évidence pour les shunts qui n'ont pas été corrigés. On en a un petit peu pour les shunts qui ont été fermés. On en a très peu, voire pas dans le VIH et très peu, voire pas dans l'hypertension porto-pulmonaire. Mais ce qu'il faut retenir de cette dia, c'est que finalement, la première étape qui détermine le traitement de l'hypertension pulmonaire et donc la réduction du risque de défaillance cardiaque droite ou d'insuffisance cardiaque droite, c'est l'évaluation du risque. Et vous allez voir les critères d'évaluation du risque sur la dia suivante. C'est finalement ça qui va déterminer notre stratégie thérapeutique, et vous voyez que la majorité des patients, finalement, quel que soit leur risque, enfin, si pas tous les patients, reçoivent au départ, au moment du diagnostic, des thérapies combinées, des thérapies orales contre le risque est estimé faible à intermédiaire, et des thérapies combinées avec une prostacycline parentérale quand on est dans une situation de haut risque. On va aussi s'intéresser, ou plutôt orienter les malades vers la transplantation. Chez l'enfant, c'est compliqué, la transplantation pulmonaire. En tout cas, chez l'adolescent, c'est compliqué chez tous les patients, mais c'est certainement beaucoup plus compliqué chez l'enfant, et on va essayer de privilégier le traitement médicamenteux le plus possible et le plus longtemps possible. L'évaluation du risque au moment du diagnostic, la raison pour laquelle je vous montre cette dia, ce que vous voyez en gras, ce sont les nouveautés 2022 par rapport à 2015. On utilise des biomarqueurs, on utilise des données échocardiographiques, des données des données d'IRM et des données hémodynamiques qui manquent l'aspect clinique et la rapidité d'évolution de la maladie. Mais là où je veux insister, c'est que ce que vous voyez en gras, ce sont des données qui sont des marqueurs de la fonction ventriculaire droite. Et au fond, quel que soit où que l'on regarde, on voit que ces données de fonction ventriculaire droite ou cette manière d'estimer la fonction droite, on va la retrouver dans les biomarqueurs, dans l'écho et dans l'hémodynamique invasive. Et donc, je pense que ceci illustre très bien que tout ce qu'on va pouvoir mesurer ou calculer dans l'HTAP, finalement, n'est rien d'autre ou est surtout un reflet de la fonction ventriculaire droite plutôt que de la post-charge et de l'hypertension pulmonaire. Alors, quelques messages à ramener chez soi, finalement, qui clôturent les deux topos, celui de ce matin et celui de cet après-midi. L'insuffisance cardiaque droite, c'est un syndrome clinique qu'on va retrouver de façon très commune dans l'insuffisance cardiaque gauche et dans l'hypertension pulmonaire en général. Mais dans l'hypertension pulmonaire, c'est une complication qui est plutôt tardive de l'hypertension pulmonaire chronique, quelle que soit sa cause, et principalement dans l'HTAP. C'est d'ailleurs rarement une présentation initiale de l'HTAP. On va plutôt voir l'insuffisance cardiaque droite et les signes cliniques dans une étape plus tardive de la maladie. Et un point important, ça concerne peut-être moins les cardiopédiatres que les autres, mais l'insuffisance cardiaque droite aiguë, je ne parle pas de la dysfonction dans l'embolie pulmonaire aiguë, est plutôt rare. Il faut penser à l'hypertension pulmonaire post-embolique. En général, la présentation de dysfonction droite dans l'embolie pulmonaire aiguë, c'est surtout des manifestations de choc avec une inadaptation du ventricule droit à s'adapter à l'augmentation brutale de post-charge. Le traitement en urgence, c'est décongestion, décongestion, décongestion. On n'a jamais vu un malade mourir en recevant un petit peu de diurétique, et c'est valable chez l'adulte et chez l'enfant. Et enfin, il faut toujours traiter la cause sous-jacente, et effectivement, quand on arrive à un diagnostic d'HTAP, surtout pour la population pédiatrique, l'objectif sera de réduire la post-charge de ventricule droit quand on aura fait le diagnostic différentiel avec des traitements spécifiques, antagonistes des récepteurs de l'endothéline, inhibiteurs de la PDE5 ou prostacycline dans les formes les plus graves. Je vous remercie.